Les hurlements avaient commencé avant même que je ne m'aventure dehors. Au début, j'ai supposé que c'était juste un chat errant qui miaulait dans la ruelle, jusqu'à ce que le bruit sourd et indubitable de poings frappant le verre ne résonne. J'ai ouvert la porte d'entrée et suis resté immobile. Là, elle se tenait. Julie, mon ex-femme, enfermée dans son propre Audi, maintenant inclinée de façon étrange alors que la dépanneuse soulevait les roues avant du sol. Elle frappait les vitres de l'intérieur, son visage déformé par la panique et la fureur, ses cheveux en désordre, ses yeux grands ouverts, hurlant comme si elle était entraînée dans les enfers. Pourtant, Derek restait imperturbable. Il maintenait le câble du treuil stable, la mâchoire serrée, ses mouvements étaient rodés. Les feux arrière brillaient en rouge tandis que la voiture avançait brusquement, la silhouette de Julie se débattant à l'intérieur comme un animal en cage. Elle n'aurait pas dû se garer dans mon allée, pas après tout ce qu'elle avait perpétré. Et voilà, elle était enfermée dans sa voiture et remorquée dans la rue comme une folle hurlant à travers le pare-brise. Maintenant, permettez-moi de vous raconter comment tout a commencé. J'ai eu 34 ans samedi dernier. Pas précisément l'étape la plus importante, mais Julie, ma femme à l'époque, m'a informé qu'elle prévoyait quelque chose de spécial pour commémorer l'occasion. Elle n'a cessé de faire allusion toute la semaine à une surprise, souriant pour elle-même chaque fois que son téléphone vibrait avec de nouveaux messages. Naturellement, j'aurais dû reconnaître que quelque chose n'allait pas, car depuis quelques mois, notre mariage ne tenait plus qu'à un fil. Une tension si palpable qu'on pouvait brandir un couteau et frapper le ressentiment en plein vol. Julie et moi étions ensemble depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, moi l'étudiant boursier jonglant avec 3 emplois à temps partiel simplement pour pouvoir me payer des manuels scolaires et des nouilles ramen, et elle l'étudiante en commerce, élégante, issue d'une famille riche qui portait son statut comme une distinction brodée. Les parents de Julie, en particulier son père, Bronson, peut-être, n'ont jamais pris la peine de dissimuler leur désapprobation à mon égard. Ils ont clairement montré que je ne correspondais pas à leur petit monde bien rangé de galas de charité, de country club et d'investissements immobiliers de plusieurs millions de dollars. Cependant, je me suis efforcé. J'ai gardé la tête baissée, j'ai travaillé avec diligence et j'ai essayé de gravir les échelons dans mon modeste emploi dans la technologie afin que, peut-être, juste peut-être, je puisse gagner un brin de respect de leur part ou de la sienne. Cela s'est avéré insuffisant. Il est important que vous compreniez cela avant que je ne vous raconte comment tout s'est passé, car le jour de mon anniversaire, de tous les jours, Julie a décidé de me donner une fête. Je suis rentré du travail, las et transpirant après une journée passée à traiter avec des clients qui exigeaient des miracles, et j'ai découvert l'appartement vide. Un SMS est arrivé. Retrouve-moi chez mes parents. J'ai une grande surprise de prévue. Croyez-moi, d'ordinaire, cela seul aurait déclenché des signaux d'alarme. La résidence de ses parents était le dernier endroit sur Terre que je choisirais pour une fête d'anniversaire. Cependant, j'ai supposé qu'elle se rachetait peut-être, comblant le fossé entre moi et Bronson. Alors, comme un imbécile, je m'y suis rendu en voiture. Le RMC Mansion se dressait au bout d'un cul-de-sac immaculé bordé de pelouses impeccables. Dès que je suis entré, j'ai ressenti cette sensation. Vous savez, celle qui ressemble à entrer dans une pièce que vous n'avez jamais vue, mais qui reconnaît d'une manière ou d'une autre la puanteur d'un piège. Le salon était rempli de toute sa famille. Sa mère, Linda, planait près de la cheminée avec un sourire narquois, sa sœur, Annabelle, avait l'air mal à l'aise dans un coin, quelques cousins qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre mon nom, tous tenant des coupes de champagne. Julie se tenait au centre, portant ce sourire forcé, ses yeux froids. « Joyeux anniversaire » dit-elle, sa voix dégoulinant de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Bronson, mon beau-père, émit ce rire bas et sarcastique, comme un méchant de pantomime d'un mauvais film d'action. L'homme avait même ses cheveux poivre et sel plaqués en arrière. C'était douloureusement cliché. C'est alors que Julie a lâché la bombe. Elle a produit une enveloppe en manille et a dit, surprise. Je te quitte pour quelqu'un qui n'est pas une déception. Mon corps s'est engourdi. Mes oreilles ont bourdonné. Bronson a ri, fort et cruel. Le reste d'entre eux me fixait, certains semblant légèrement coupables, d'autres carrément triomphants. Linda a fait sauter la bouteille de champagne comme s'il célébrait une transaction commerciale. Julie a fourré les papiers du divorce dans mes mains, déjà remplis, n'attendant plus que ma signature. Je me souviens avoir regardé autour de moi tous leurs visages satisfaits, mon esprit étrangement calme, presque désincarné. J'ai demandé un stylo. Le sourire de Julie a vacillé, confuse.
Bronson m'a tendu son stylo plume Mont Blanc sophistiqué, le même type de stylo qu'il m'avait dit un jour que je ne pourrais pas me permettre même si j'économisais tout mon salaire du mois. J'ai signé sur chaque ligne sans prononcer un mot. Je pouvais sentir la tension s'épaissir dans la pièce, mais je ne leur ai pas donné la réaction qu'ils désiraient. Pas de larmes, pas de cris, juste un détachement silencieux. Quand j'ai terminé, j'ai remis les papiers dans l'enveloppe, j'ai regardé Julie et j'ai murmuré « Merci pour le cadeau d'anniversaire. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Je me suis retourné et suis parti, sans regarder en arrière, sans claquer la porte. J'ai conduit jusqu'à ce que mon esprit trouve un lieu de colère tranchante comme une lame de rasoir, celle qui est froide et qui concentre chacune de vos pensées sur le démantèlement des personnes qui ont tenté de vous détruire. Parce que, ne vous y trompez pas, je n'étais pas simplement le pauvre idiot pris au dépourvu. J'étais déjà en train d'échafauder ma vengeance. Ce soir-là, je suis allé dans un bouge et j'ai enchaîné les whisky, laissant ma colère se cristalliser. Mon téléphone vibrait sans cesse, assailli de textos de Julie. « Pourquoi tu n'as rien dit? Tu vas juste abandonner comme ça? Tu es vraiment une déception. Je t'avais dit que tu l'étais. » Je les ai ignorés. Vers minuit, j'ai arrêté mon choix sur 3 tâches. Appeler Larry, mon ami de la fac, devenu l'avocat spécialisé dans les divorces le plus impitoyable de la ville. Rassembler des preuves. Nous avions un système de stockage cloud partagé pour les photos. Si elle me trompait, il y aurait des traces, des contacts, des alliés. J'avais des relations dans le secteur, petites, peut-être, mais suffisantes pour répandre la vérité avant que Julie ou son père ne puissent construire leur propre version des faits. Son père, Bronson, était un homme avec de nombreux squelettes dans le placard. Pendant plus de 6 ans, je l'avais entendu se vanter d'affaires douteuses à ses copains tout aussi arrogants. Je connaissais les procès étouffés, les fois où il avait escroqué des sous-traitants de leur salaire. Je connaissais aussi son comptable véreux, qui maquillait les chiffres pour maintenir l'entreprise à flot. Bronson agissait comme si j'étais invisible ou indigne d'intérêt, il n'a donc jamais réalisé à quel point j'écoutais. Le lendemain matin, je dormais sur le canapé d'un pote, mon téléphone sonnant sans arrêt avec des appels et des textos de Julie. Elle semblait déconcertée que je ne cède pas, que je ne revienne pas en rampant, suppliant qu'on me donne une autre chance. Mon propre avocat, Larry, était sur les chapeaux de roue. Il avait déposé des contre-documents à midi, s'emparant de chaque bribe de potentiel chantage pour tenir Bronson à distance. Ma moitié de nos comptes joints a été légalement extraite, laissant Julie avec la sienne. Pas de contestation à ce niveau-là. Je n'allais certainement pas les laisser prétendre que je l'avais volé. Je m'étais installé dans un Airbnb en 2 jours, et je passais en revue tout ce qui se trouvait dans nos photos iCloud, captures d'écran, anciens SMS, même les coordonnées de contact qui pourraient m'aider. C'est ainsi que j'ai découvert l'ampleur de la liaison de Julie. Il s'appelait Ronan, un collègue de son père dans l'entreprise immobilière. Les messages étaient nauséabonds. Surnoms affectueux, détails de rencontres dans des hôtels, remarques perfides sur mon esprit simple. Ils se fréquentaient depuis des mois. Cela seul me fournissait toutes les munitions dont j'avais besoin pour la procédure de divorce. 3 semaines se sont écoulées dans un flou. Je suis tombé dans une routine, allant au travail, à la salle de sport, puis me réfugiant dans mon Airbnb. Pendant ce temps, Larry me tenait informé. Il m'a dit que l'avocat de Julie était aux abois parce qu'elle s'attendait à ce que je sois une personne naïve et influençable. La preuve de sa liaison réduisait son pouvoir de négociation à 0. Elle avait demandé une pension alimentaire, mais le juge était peu susceptible de lui accorder un centime, surtout une fois que Larry aurait révélé les preuves qu'il avait spécialement rassemblées. La famille de Julie a commencé à m'appeler. Bronson ne m'a jamais appelé directement, mais Linda a laissé un message vocal rempli de « Nous pouvons arranger ça », que j'ai trouvé insultant. Après le fiasco de mon anniversaire, je n'ai jamais répondu jusqu'à ce qu'un jour, Bronson lui-même se présente à l'improviste à l'Airbnb. Je me souviens d'être assis sur un petit canapé, en train de siroter du café, quand j'ai entendu un coup violent qui a fait trembler la porte bon marché. « Todd, ouvre !» La voix autoritaire de Bronson résonnait dans le couloir. Le propriétaire, qui résidait à l'étage, a passé la tête, l'air inquiet. Je lui ai fait un petit signe de tête pour lui faire savoir que je maîtrisais la situation. J'ai entrouvert la porte. Bronson, dans un costume sur mesure, m'a jeté un regard, comme s'il fixait un cafard. « Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas bougé. « Ça ne m'intéresse pas, éloignez-vous. » Ses yeux se sont plissés.
Écoute ici, espèce d'ingrat. Tu dois une conversation à ma fille. J'ai laissé échapper un rire sec. Choix de mots intéressants. Je ne lui dois rien après le petit spectacle que vous avez monté. Il s'érissait, essayant de pousser la porte pour l'ouvrir. Laisse-moi entrer, Todd. Je suis resté campé sur mes positions, le laissant exercer son poids contre la porte. Vous m'avez piégé le jour de mon anniversaire, ai-je dit doucement. Et maintenant, vous pensez pouvoir débarquer ici pour discuter de quoi exactement? Julie vous a-t-elle envoyé ramper? Elle ne rampe pas, a-t-il rétorqué. Elle est au-dessus de ça. Elle est au-dessus de toi. Ne fais pas comme si tu étais un héros. Signe les papiers définitifs. Ferme ta gueule sur cette liaison sans intérêt, et peut-être qu'on ne te ruinera pas. J'ai ouvert la porte en grand, faisant un pas dans le couloir, laissant le bois bon marché claquer contre le mur. Pendant un instant, les yeux de Bronson se sont écarquillés en voyant ma posture. Après tout, je fréquentais la salle de sport, et il était quelques centimètres plus petit que moi, mais l'arrogance lui a fait rejeter les épaules en arrière. Vous pouvez essayer de me ruiner, ai-je dit en me penchant vers lui, mais j'ai déjà des kilomètres d'avance. Bronson, vous n'avez pas réalisé que j'avais un avocat qui est plus intelligent que vous. Allez-y, menacez-moi encore une fois. Son regard a vacillé. Il a fait un pas en avant et je me suis préparé, m'attendant à ce qu'il frappe. Vous allez me laisser entrer, a-t-il grogné, pointant un doigt manucuré sur ma poitrine. Ma fille est en larmes. Cette mascarade a assez duré. Nous sommes ici pour la récupérer. J'ai laissé échapper un rire bref et cruel. La récupérer? Elle n'est pas un objet que l'on peut récupérer aux objets trouvés. Il s'est jeté sur moi avec une rapidité surprenante pour un homme d'une cinquantaine d'années. Il a agrippé le col de ma chemise, sifflant, espèce d'incapable. J'en avais assez. Le souvenir de lui riant pendant que je signais les papiers du divorce a fait bouillir mon sang. J'ai levé mon bras gauche d'un mouvement rapide, brisant son emprise sur mon col. Puis je l'ai giflé, pas une gifle enfantine et mesquine, non. C'était une claque délibérée, à main ouverte, sur son visage, qui a résonné dans le couloir étroit. Sa tête a basculé sur le côté et il a titubé en arrière pendant un instant. Bronson avait l'air stupéfait, une main se portant à sa joue rougie. Je l'ai fixé, sans ciller. Vous venez de m'agresser. Sortez, ai-je dit froidement. Partez avant que je ne fasse pire. J'en ai fini de jouer le gentil garçon. Vous vouliez voir le côté de moi que vous avez toujours soupçonné être là, n'est-ce pas? Eh bien, me voici. Ses yeux se sont embués, soit de douleur, soit de pur choc. Puis, avec une inspiration tremblante, il s'est retourné et s'est dépêché de descendre le couloir. Le propriétaire de l'étage supérieur regardait depuis derrière sa porte entr'ouverte, bouche bée. Ce n'est pas fini, a aboyé Bronson, mais sa voix tremblait. Il est sorti précipitamment, décontenancé, et j'ai fermé la porte derrière lui. Mon cœur battait la chamade alors que je me penchais contre le mur, expirant lentement. Je n'avais jamais été violent pendant toute notre relation, mais Bronson était allé trop loin. Il m'avait agressé physiquement, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que la limite finale avait été franchie. Le sentiment qui me traversait n'était pas du regret. C'était une satisfaction perverse. Peut-être que je n'étais pas le héros que j'avais autrefois imaginé être. Peut-être que j'étais en train de me transformer en le méchant qu'ils avaient dépeint. Et vous savez quoi? Une partie de moi aimait le pouvoir que cela me donnait. Après cette confrontation, j'ai décidé que l'Airbnb n'était plus pour moi. J'ai trouvé une petite maison de 3 chambres à louer dans un quartier correct, assez grande pour la nouvelle vie que j'envisageais. Plus d'espace exigu. J'avais besoin d'un atelier pour m'adonner à mon nouveau passe-temps, personnaliser et vendre des meubles anciens en ligne. Julie s'était autrefois moquée de moi à ce sujet, trouvant ça ringard. Mais devinez quoi? Ma première vente m'a rapporté un petit profit, et j'ai ressenti un petit frisson en lui prouvant qu'elle avait tort. Alors que le divorce traînait en longueur, j'ai commencé à parler à d'autres femmes. Rien de sérieux, juste des rendez-vous occasionnels ici et là. Mais finalement, j'ai rencontré Rebecca. Elle ne venait pas de mes anciens cercles sociaux, n'était pas issue de la richesse. Elle travaillait comme graphiste indépendante, avait un esprit vif et ne s'offusquait pas de ce que je sois au milieu de procédures judiciaires compliquées. Elle me posait des questions sur ce que je voulais pour ma vie, quel type de meubles j'aimais construire, plutôt que de se concentrer sur la marque de ma montre ou le prix de mon costume.
C'était tellement rafraîchissant et authentique. Les semaines ont passé. J'ai conclu l'achat d'une maison permanente. Un endroit modeste, mais il avait une cour assez grande pour le chien que j'avais toujours voulu. Julie avait toujours rejeté l'idée, affirmant qu'elle était allergique, même si je n'ai jamais vu une véritable ordonnance médicale à ce sujet. J'imagine que le règlement final du divorce m'a donné l'impulsion. J'ai trouvé un pitbull à 3 pattes dans un refuge, je l'ai appelé Max, et il est devenu mon compagnon quotidien. Je travaillais, rentrais à la maison avec Max et passais mes nuits avec Rebecca. La morosité qui planait autrefois sur moi a commencé à se dissiper. Pourtant, je n'étais pas prêt à oublier ce qu'on m'avait fait. J'ai appris que l'empire immobilier de Bronson était en difficulté. Les rumeurs disaient qu'il faisait l'objet d'une enquête pour des irrégularités comptables. Bien. Qu'ils se débattent. Qu'ils ressentent la panique. C'était exactement le type de coup karmique que j'attendais. 6 mois après que mon monde se soit soi-disant écroulé le jour de mon anniversaire, je me suis retrouvé transformé, avec une arête plus vive. Le divorce a été prononcé, avec des conditions humiliantes pour Julie. Elle n'a presque rien obtenu. Je l'ai laissé prendre quelques meubles, à moitié par pitié, à moitié par envie de recommencer à zéro avec mon propre style. La maison était à mon seul nom, financée par mon travail convenable et un coup de chance à la bourse dans laquelle je m'étais aventuré sur le conseil d'un ami. La vie n'était pas parfaite, mais elle était mienne, et je ne ressentais aucune culpabilité quant aux subtiles manipulations que j'avais utilisées, aux allusions que j'avais lancées à certains investisseurs au sujet de la nature peu scrupuleuse de Bronson. Je jouais à mon propre jeu maintenant. Un jeudi soir, j'étais à la maison en train de préparer un dîner simple des pâtes à la sauce maison pendant que Rebecca parcourait un magazine de design sur le canapé du salon, Max ronflant à ses pieds. Mon téléphone a vibré avec l'alerte de la sonnette. Il était presque 21 heures, alors j'ai froncé les sourcils, vérifiant la caméra. J'ai vu Julie se tenant sur mon porche, une paire de valises à ses côtés. J'ai laissé échapper un juron à voix basse. C'est pas vrai, ai-je marmonné, appuyant mes paumes contre le comptoir de la cuisine. Rebecca a entendu mon ton. Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, dis-je. Rien que ce nom avait un goût amer. Elle est là, sur mon porche. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent légèrement. Tu vas lui parler? J'essuyai mes mains sur un torchon, puis regardai à nouveau l'écran. Julie portait une veste froissée, ses cheveux attachés en une queue de cheval négligée. Elle avait l'air plus petite. Cette arrogance féroce s'était effacée de son visage, mais je n'étais pas prêt à baisser ma garde. Je vais m'en occuper, dis-je finalement. Garde Max ici, d'accord? Je sortis, refermant doucement la porte derrière moi. L'air nocturne était vif, et le parfum de l'herbe fraîchement coupée me chatouillait le nez. Julie cligna des yeux vers moi, comme si elle était sur le point de pleurer. Todd, commença-t-elle, la voix tremblante. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais je ne savais pas où aller d'autre. Je regardais ses valises. Va dans le manoir de tes parents ou chez ta sœur. Ou à l'hôtel. Elle laissa échapper un soupir saccadé. Je ne peux pas. Mon père fait l'objet d'une enquête. Tout a été gelé. Nous n'avons pas l'argent. Je pensais que oui. Plus maintenant. Il vend le manoir pour couvrir les frais juridiques. Les coins de ma bouche se recourbèrent en un sourire dépourvu d'humour. Le karma est une drôle de chose, hein. Elle déglutit difficilement, les yeux allant au-delà de moi, vers la fenêtre avant. Elle remarqua la lueur des lumières. Qui est à l'intérieur? Demanda-t-elle. Rebecca, répondis-je, d'un ton neutre. Rebecca qui? Elle essaya de regarder autour de moi. Ça ne te regarde pas. Je croisai les bras. Qu'est-ce que tu veux, Julie? Ses lèvres tremblèrent et elle expira en tremblant. Je suis là parce que... Elle fit une pause, sondant mon visage. Puis elle lâcha d'un trait, parce que je suis enceinte. Mon estomac se noua. 1000 pensées se bousculèrent dans mon esprit. Enceinte de qui? Elle avait dû remarquer la suspicion dans mes yeux, car elle continua précipitamment. C'est de toi. Todd, Il n'y a eu personne d'autre depuis Ronan, et c'est fini depuis des mois. S'il te plaît, laisse-moi entrer pour qu'on puisse parler. J'ai tellement peur. Je n'ai nulle part où aller. Je la fixai, incertain de savoir si elle mentait. Le timing était plausible, mais aussi opportun.
Elle s'était séparée de Ronan il y a environ 4 ou 5 mois, d'après ce que j'avais entendu. L'échéancier pouvait-il correspondre? Peut-être. Ou cela pouvait être une manœuvre pour toucher ma corde sensible. J'essayais de garder un visage impassible, mais à l'intérieur, une guerre faisait rage entre le choc, la colère et une minuscule lueur d'inquiétude. « Je ne te laisserai pas emménager, dis-je fermement. Nous avons un accord légal. Tu as rompu les liens. J'ai une vie maintenant qui n'inclut pas tes manipulations. » Elle fit un pas en avant, tendant la main vers mon bras, mais je me reculai. « Je jure que je dis la vérité, murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes. Je suis allé à la clinique gratuite la semaine dernière. Je suis à environ 8 semaines. C'est de toi. 8 semaines, c'était bien après notre dernier contact physique. Si je me souviens bien, nous nous sommes quittés intimement peut-être 3 mois avant que le divorce ne soit prononcé. Mon esprit était en ébullition. Pouvait-elle mentir sur l'échéancier? Ou avait-elle d'une manière ou d'une autre compté à partir de la mauvaise date? Je serrai les dents. Tu veux que je te croie sur parole, demandai-je en laissant échapper un rire froid. Tu as beaucoup menti auparavant. Todd, s'il te plaît. Elle avait l'air si désespérée. Laisse-moi juste entrer pour une nuit, d'accord? Je suis épuisé. Je te promets que je trouverai mes prochaines étapes demain matin. Je dois te parler du bébé. Je sentis une lueur d'inquiétude. Si, par un coup du sort, c'était le mien, j'aurais des obligations. Mais je ressentis aussi un accès de colère, me rappelant comment elle m'avait humilié le jour de mon anniversaire, comment son père m'avait menacé, et maintenant elle revenait avec une histoire larmoyante. Laisse-moi deviner, dis-je doucement, les yeux plissés. Tu as vu que ma vie s'améliorait, que j'ai un emploi stable, une maison, et tu as réalisé que ton père ne peut plus te soutenir, alors tu veux un toit au-dessus de ta tête, gracieuseté de l'homme que tu as publiquement déclaré être inférieur à toi. Ce n'est pas, elle prit une inspiration tremblante, la voix brisée. Écoute, tu peux me détester autant que tu veux, mais il y a un bébé innocent impliqué maintenant. Ma mâchoire se crispa. Derrière moi, la porte s'ouvrit. Rebecca se tenait là, les bras croisés, la posture tendue. Tout va bien, demanda-t-elle, jetant un coup d'œil de moi à Julie. Les yeux de Julie brillèrent de reconnaissance. Elle observa l'attitude assurée de Rebecca, les vêtements décontractés, la lumière intérieure brillant derrière elle. Je pouvais presque voir la jalousie la traverser. Elle laissa échapper un ricanement amer. Alors c'est la nouvelle passade, hein. Rebecca se hérissa. Pardon? Je me suis interposé entre elles. Julie, calme-toi. Ça ne te regarde pas. Tu ne peux pas débarquer ici avec des valises et des annonces de grossesse, en t'attendant à ce que je déroule le tapis rouge. Julie fixa Rebecca avec une malice non dissimulée. T'a-t-il dit qu'il était un paillasson? Parce qu'apparemment, il s'est transformé en un crétin de première classe. Je sentis quelque chose se briser en moi. Tu m'as traité de déception, lui rappelai-je, la voix basse. Toi, ton père, toute ta famille. Tu m'as quitté publiquement, tu as essayé de prendre la moitié de mes biens et tu as ri pendant que je signais ces papiers. Maintenant tu veux mon aide? Tu veux de la sympathie? Arrêtons de faire comme si tu étais la victime. La tension était palpable. Julie serra les poings, lançant un regard furieux à Rebecca. Puis, d'un mouvement brusque, elle se rua en avant, essayant de me dépasser pour entrer dans la maison. « C'est chez moi, hurla-t-elle. Je la bloquai avec mon bras, la repoussant. « Ce n'est plus chez toi. Tu as perdu ce droit le jour où tu m'as remis ces papiers de divorce. » Elle se mit à hurler des insultes, dirigées à la fois vers moi et vers Rebecca. Sa voix devint stridente, et elle leva la main vers les cheveux de Rebecca, comme pour la tirer en arrière. J'aperçus une lueur de folie dans ses yeux, un désespoir sauvage. Avant que je puisse intervenir, elle réussit à empoigner une poignée des cheveux de Rebecca et tira. Rebecca laissa échapper un gémissement de surprise, son visage se contractant de douleur. « Lâche-moi !» Elle leva un bras défensivement, essayant de libérer ses cheveux de l'emprise de Julie. J'arrachai la main de Julie, lui tordant le poignet doucement mais fermement jusqu'à ce qu'elle lâche prise. « Arrête ça, grognai-je, me plaçant entre elles. Tu as perdu la tête? » Julie était essoufflée, des larmes ruisselaient sur son visage, des mèches de cheveux tombaient de sa queue de cheval en paquet moite. Elle avait l'air dérangée. C'était censé être ma vie, sanglota-t-elle,
la voix tremblante. C'était ma maison. Tu es mon mari. Comment oses-tu me remplacer par elle? Je sortis mon téléphone d'un coup sec. J'appelle la police. Tu viens d'agresser ma petite amie sur ma propriété. Au début, elle ricana, tu n'oserais pas. Puis ses yeux se fixèrent sur l'écran de mon téléphone, clignotant sur le 112, réalisant que j'étais on ne peut plus sérieux. Son souffle se coupa dans sa gorge. Mais j'appuyai quand même sur le bouton d'appel. J'en avais assez de la laisser me traiter comme un paillasson. Mes mains tremblaient d'adrénaline, mais je conservais un calme glacial. Quand l'opérateur a répondu, j'ai expliqué calmement que mon ex-femme était venue chez moi sans y être invitée, avait agressé ma petite amie et refusait de partir. Ils m'ont dit que des policiers arriveraient sous peu. Pendant ces minutes tendues, Julie arpenta le porche, les larmes coulant sur ses joues, me lançant des insultes à voix basse. Tu es devenu un monstre, cracha-t-elle. Je la fixai, le cœur battant, ma voix stable. Tu n'en as aucune idée. La voiture de patrouille arriva plus tôt que je ne l'avais prévu. Peut-être que le commissariat avait une voiture de patrouille supplémentaire dans le secteur. 2 agents en uniforme sortirent, un homme et une femme, ayant l'air légèrement exaspérés de devoir répondre à un appel de dispute conjugale à 9h30 du soir. Je leur fis un bref résumé, en leur montrant la marque rouge sur le cuir chevelu de Rebecca, là où ses cheveux avaient été tirés. Julie se mit à pleurer à chaudes larmes, affirmant que j'avais manipulé toute la situation. L'agente me regarda d'abord avec suspicion, mais une fois qu'elle eut reconnu la différence entre nos versions et vu les égratignures sur le bras de Rebecca, elle demanda poliment à Julie de s'éloigner. Julie refusa. Elle se remit à crier, m'accusant de toutes sortes de bêtises, que je mentais, qu'elle était enceinte, que nous avions été mariés, donc elle avait le droit d'entrer. L'agent essaya de la calmer, mais elle le repoussa d'un coup de son énergie frénétique, ce qui scella son sort. Les agents échangèrent un regard, puis passèrent à l'arrestation de Julie pour agression et trouble à l'ordre public. Elle cria mon nom avec fureur. Alors qu'il lui passait les menottes, mes voisins jetaient un coup d'œil à travers leurs rideaux. L'agent l'escorta jusqu'à la voiture de patrouille, lui lisant ses droits pendant que ses valises restaient sur mon porche. Rebecca se tenait derrière moi, les bras toujours croisés, les cheveux ébouriffés par la bagarre. C'était intense, murmura-t-elle. J'acquiesçai, mon pouls battant la chamade dans mes oreilles. Ça va? Elle haussa les épaules, grimaçant un peu. Mon cuir chevelu me pique, mais ça va. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle craque comme ça. Je me retournai, regardant la voiture de patrouille s'éloigner, les lumières rouges et bleues se reflétant sur les vitres. Moi non plus, admis-je. Mais peut-être que j'aurais dû. Elle est désespérée. Rebecca ne demanda pas si l'affirmation de Julie concernant sa grossesse était réelle. Elle prit simplement ma main, la serra une fois et dit, rentrons. Nous avons passé le reste de la nuit à parler avec tension, essayant de comprendre si la grossesse de Julie était réelle. Si c'était le cas, je devrais faire face à l'idée d'être père. Sinon, ou si les dates ne correspondaient pas, elle pourrait simplement mentir pour revenir. Quoi qu'il en soit, elle était enfermée pour la nuit, ce qui était un léger soulagement. Pas de beau-père en colère à ma porte. Pas de snob riche qui me passait au crible. Je nous ai versé à tous les deux du vin. Rebecca but le sien lentement, encore secoué. Max s'est blotti à nos pieds, sentant le stress. Pourquoi les gens sont-ils si difficiles à gérer, demanda-t-elle en passant ses doigts dans ses cheveux en désordre. L'argent, dis-je sèchement. Le statut. L'ego. Il ruine les gens. Nous avons allumé la télé pour nous distraire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le visage en colère de Julie restait dans ma tête. Le lendemain matin, j'ai appelé Larry pour lui donner des nouvelles. Il ne parut pas choqué. Les gens désespérés font des choses folles, dit-il. Reste vigilant. Si elle est vraiment enceinte, demande un test ADN une fois qu'elle sera sortie. Elle dit qu'elle est à 8 semaines. Ça ne correspond pas à notre dernière fois. Larry me coupa la parole. Ne reste pas coincé à penser, peut-être que ce n'est pas le mien. Reste calme. Si nécessaire, on déposera les papiers. Reste juste vigilant. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai essayé de continuer ma journée. 2 jours se sont écoulés sans nouvelles. Au matin du 3e jour, ma sonnette a retenti au lever du soleil. Quand j'ai ouvert la porte, la sœur de Larry, Annabelle, était là. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges,
comme si elle avait beaucoup pleuré. Todd, dit-elle à voix basse. On peut parler? Je viens en paix. J'ai étudié son visage. Elle ne s'était jamais moquée de moi comme Bronson ou Linda. Elle s'était toujours sentie un peu déplacée dans cette famille snob. Malgré tout, je suis resté prudent. Qu'est-ce que tu veux? Elle s'est agitée, mal à l'aise. Julie est partie. Elle reste avec moi, mais je ne peux pas la garder. L'argent de papa est un vrai bazar. Toute la société risque de s'effondrer bientôt. Elle n'a nulle part où aller. Elle ne me parle que de toi. J'ai soupiré. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Juste lui parler, dit Annabelle. Elle dit qu'elle est enceinte. Les résultats des tests sont réels. Elle m'a montré les papiers de la clinique. Je ne sais pas si c'est de toi ou s'il y a autre chose, mais tu devrais le savoir. Elle est furieuse d'avoir été arrêtée. Elle est enragée, mais aussi effrayée. Elle a perdu son emploi. Papa a des ennuis. Tout s'écroule. Je me suis senti amer. Et tu penses que je devrais arranger ça parce que... Les yeux d'Annabelle se sont remplis de larmes. Parce que vous étiez bien ensemble, autrefois. Je sais que ça paraît dingue maintenant, mais vous teniez vraiment l'un à l'autre. Et si elle porte ton enfant? Elle a laissé les mots en suspens. J'avais envie de claquer la porte, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être que j'étais curieux. Peut-être que j'avais besoin d'en finir une bonne fois pour toutes. Je vais y réfléchir, dis-je, d'une voix raide. Mais elle ne restera pas ici. C'est définitif. Annabelle hocha la tête. Je comprends. Je veux l'aider. Mais je ne peux pas. Et papa, lui, c'est sûr qu'il ne le peut pas. Je n'ai rien dit. Elle s'est retournée et est partie, les épaules basses. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, fixant la rue silencieuse, me demandant comment ma vie avait pu se transformer en un feuilleton à l'eau de rose. Puis j'ai fermé la porte et j'ai expiré. Je n'avais pas l'intention de laisser Julie revenir dans ma vie. Ni en tant que compagne, enceinte ou non. Mais si le bébé était de moi, je ferais ce que la loi exigeait. Rien de plus. Je n'ai plus eu de nouvelles de Julie pendant quelques jours. Rebecca et moi avons continué notre vie. Nous avions commencé à organiser de brèves vacances à la côte, une occasion de respirer. Mon travail se passait bien. Mon activité de revente de meubles marchait à merveille, plus que je ne l'espérais, grâce à quelques publications virales sur les réseaux sociaux. Tout était en hausse. Mais Julie n'en avait pas fini. Il était tard, un peu après 11 heures du soir, quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un voisin, ton ex est de nouveau dehors dans sa voiture. J'ai expiré bruyamment, la mâchoire serrée. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé à travers les lattes. Elle était là. La silhouette élégante de son Audi, phares éteints, cachée dans l'ombre. La même berline argentée que son père lui avait offerte. L'Audi d'entrée de gamme qui coûtait encore plus que ce que je gagnais en 6 mois. Elle était là depuis un moment, à rôder. À observer. À attendre. Je me suis retiré. Rebecca dormait à l'étage, complètement inconsciente. Je ne voulais pas la réveiller, je ne voulais pas qu'elle soit entraînée dans ce jeu tordu. Mais les minutes continuaient de s'écouler. La voiture ne bougeait pas. Puis les messages sont arrivés. Laisse-moi entrer. On doit parler du bébé. Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. J'attendrai toute la nuit s'il le faut. Quelque chose de froid et de tranchant s'est tordu à l'intérieur de moi. De la rage. Pas la rage explosive, mais lente. Concentrée. Délibérée. Elle harcelait ma tranquillité, violant la frontière que j'avais construite après tout ce qui s'était passé. Son attaque contre Rebecca, son arrestation, ses mensonges. Elle ne voulait toujours pas lâcher prise. Alors j'ai passé un coup de fil. Derek, un vieil ami du lycée qui dirigeait une entreprise de remorquage. On ne s'était pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais je savais qu'il serait debout, et je savais qu'il m'était redevable. C'est moche, ça, a-t-il murmuré quand je me suis expliqué. Tu veux que je me débarrasse de la voiture? Mes doigts se sont crispés autour du téléphone. C'était vindicatif, peut-être même cruel. Mais j'avais atteint ma limite. Oui, dis-je. Fais-le. Je lui ai donné l'adresse, lui ai dit que je couvrirais tous les frais.
que Julie essaie d'expliquer ça à son père quand elle ne pourrait pas récupérer sa précieuse Audi à la fourrière. 30 minutes plus tard, des phares ont balayé ma rue. La dépanneuse de Derek a contourné le virage comme un prédateur, lente et sûre. Je me tenais à la fenêtre, caché derrière le rideau, chaque nerf à vif. Ces lumières ont attrapé l'Audi dans leur faisceau. La voiture de Julie s'est illuminée comme une proie dans un projecteur. Puis c'est arrivé. Le camion s'est arrêté, accrochant les câbles. Les bras hydrauliques se sont mis en place, et soudain l'Audi a bougé. La porte du conducteur s'est ouverte d'un coup, et Julie est sortie du véhicule, les cheveux en bataille, les yeux affolés, la confusion cédant la place à une panique brute et sans filtre. Elle a trébuché pieds nus sur le trottoir comme si elle venait de se réveiller dans un cauchemar. Et en vérité, c'était le cas. Elle dormait à l'intérieur. Derek n'a pas bronché. Il a continué à travailler, silencieux, mécanique. Julie s'est précipitée vers lui, criant au nom, hurlant des mots que je ne pouvais pas entendre, mais je pouvais sentir leur venin à travers la vitre. Elle a essayé de se planter devant le camion, les bras écartés, la bouche tordue par la fureur. Le désespoir rayonnait d'elle comme de la chaleur. Sa voix brisa le silence de la rue. Elle pointait la voiture, la maison, le ciel, suppliant, menaçant, implorant. Derek lui accorda à peine un regard. Il la contourna comme si elle faisait partie du décor. Le moteur du dépanneur gémit alors qu'il commençait à soulever les roues avant de l'Audi. Julie craqua. Elle griffa la poignée de la portière, se jeta sur le siège conducteur, comme si elle pouvait arrêter l'inévitable par la seule force de sa volonté. Son corps fut secoué par le mouvement à l'intérieur de l'habitacle, ses mains frappant la vitre, sa bouche ouverte dans un cri de défi impuissant. Mais la voiture continuait de s'élever, centimètre par centimètre. Des bras d'acier agrippèrent le châssis et le hissèrent. Julie et tous les feux arrière de l'Audi s'inclinèrent vers le ciel comme en signe de reddition. À l'intérieur, sa silhouette se débattait. Ses poings martelaient le tableau de bord. Ses cris étouffés mais véhéments formaient une symphonie chaotique, piégée dans les limites d'un luxueux écrin mobile. Puis, le camion entama son trajet. C'était lent et délibéré, comme une procession. L'Audi s'attarda en arrière, légèrement de travers, son moteur réduit au silence, mais sa passagère restait vivante et bouillonnante, emprisonnée dans la cage même qu'elle avait choisie. Son visage restait visible dans la lunette arrière, déformé par l'incrédulité, l'ombre de sa main frappant la vitre tandis que la distance entre nous s'allongeait. Et pourtant, je restais immobile. Je me tenais figé derrière le rideau, non par peur, mais avec détermination. Ceci marquait la conséquence, le dernier rempart. Le dépanneur disparut au coin de la rue, ses feux rouges s'évanouissant dans l'obscurité. Sam. Fin titel her, Smilla. Hej Martin, nu er jeg faktisk åbne øjnene. Hej Freja. Hvad sker der? Nå, vent. Okay, jeg forstår det nu. Var der en mere her? Okay, det er helt op der. I get it now. I don't get it now, apparently. Men det forstår jeg ikke en skid af. What? Nå, okay, vent. Nej, det er omvendt. Kunne jeg jo sagt mig selv, at det fortsætter, I guess. Det forstår jeg ikke en skid af. Jeg skal hoppe hen over den her så. Nå, jeg kan se.
vi enige om, der var en wood-ting lige på den anden side her? Sådan lige foran mig, der var en wood-ting, ikke? Mhm. Okay, så jeg skal på wood her. Og så er der sten lige foran igen. Ja, det er den, hvor jeg skal. Så jeg skal hoppe ud på wood. Nej! Ja, Jeanette sender mig et billede af mozzarella stik selv, så jeg kan sgu ikke mere nu. Ej, please, er der nogen, der gider at ryste lidt røv? Den virker ikke, Smiller. Den er slet ikke connected til min Spotify. Ikke for free. No offense, men det var nok heller ikke lidt, jeg tænkte på. Hvorfor er det, at jeg stopper op deroppe og tænker, lad mig lige tjekke ved at hoppe, når jeg står midt ude i ingenting? Fuck, hvor er det tilt seriøst.